Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur la connaissance. La dernière fois, on a exploré les fondements de la réflexion sur la connaissance dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le temps. On va plonger dans le Moyen Âge, d'abord, puis dans la Renaissance, histoire de faire les choses dans l'ordre, des périodes importantes et parfois mal comprises de l'histoire de la pensée. Mais avant de commencer notre promenade, je me dis que c'est pas mal de rappeler une nouvelle fois pourquoi on s'intéresse à des débats qui ont eu lieu il y a des siècles. C'est tout simplement parce que beaucoup des questions qu'on se posait à l'époque, on se les pose encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on tourne en rond. La pensée, bien sûr, progresse en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Les idées s'accumulent, se nourrissent, s'affinent. Mais finalement, nos cerveaux sont les mêmes qu'il y a quelques siècles. On a les mêmes pulsions, on a les mêmes aspirations. Et bien que les structures qui constituent notre monde aient évidemment évolué, en particulier les structures techniques et culturelles, nos grandes interrogations restent à peu près identiques. On est presque les mêmes psychologiquement, physiologiquement, mais vous allez voir que, tout de même, le contexte a énormément d'importance, selon les croyances, selon les mœurs, les valeurs, les outils qui sont en place, on ne cogite pas tout à fait de la même manière. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. We are in the beginning of a mass extinction. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Alors on va commencer notre petite excursion au tout début du Moyen Âge, vers le 5e siècle après Jésus-Christ. Imaginez l'ambiance. L'Empire romain d'Occident vient de s'effondrer en 476, à cause notamment de problèmes écologiques, de peut-être un peu de laisser-aller, et aussi d'abus de mauvais vin, on ne sait pas exactement. L'Europe est morcelée en petits royaumes, et le christianisme a définitivement gagné la bataille des récits sur cette extrémité du grand continent eurasien désormais un peu insignifiante, et est devenue la religion dominante. Dans ce continent en plein bouleversement, la façon dont on conçoit la connaissance va elle aussi changer radicalement. Alors la première chose à intégrer, c'est l'importance de ce qu'on appelle la connaissance révélée. Et ça va marquer profondément tout le Moyen-Âge. Alors c'est quoi? C'est l'idée que la vérité ultime vient de Dieu, et qu'elle nous est transmise à travers les textes sacrés, principalement donc la Bible, que l'on considère davantage comme un livre d'histoire avec un grand H contenant la parole divine, que comme un simple assemblage de textes choisis venant de sources multiples et racontant de jolis contes. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est considéré comme la vérité, la vraie de vraie, pas la fausse ni la symbolique. Et l'Église, qui est devenue très puissante et omniprésente, n'est pas vraiment ouverte à la discussion sur le sujet. Qui a écrit ces textes? D'où viennent-ils? Sont-ils fidèles à ce qui s'est passé? Quelles sont les sources, comme on dirait aujourd'hui? Ces questions sont alors plutôt malvenues et on tape sur les doigts des curieux, ou alors on leur chauffe les orteils. Cette conception va avoir un impact énorme sur la façon dont on pense la connaissance pendant une grande partie du Moyen Âge. Pour comprendre l'importance de la connaissance révélée, prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes un penseur médiéval et que vous observez quelque chose dans la nature qui semble contredire ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez probablement conclure que votre observation est fausse, ou alors que vous l'avez mal interprétée. Pourquoi? Parce que pour vous, la parole de Dieu vaut pour vérité. Et oui, puisque Dieu existe, qu'il est parfait, et que tout est expliqué dans le manuel. Pas besoin donc de chercher beaucoup plus loin, ce qui est finalement assez pratique, vous en conviendrez. Et ça, c'est un changement radical par rapport à ce qu'on a vu dans l'Antiquité. Et ça va avoir des conséquences importantes sur le développement de la connaissance à cette époque. Pendant longtemps, sans doute, ça va surtout rendre difficile la progression de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'esprit critique, la science ou la philosophie en général. Mais attention, ça ne veut pas dire que le Moyen-Âge était une période d'obscurantisme total comme on l'a parfois présenté. D'une part, il faut toujours éviter de juger durement une époque passée parce que, forcément, on la regarde avec les yeux de notre époque à nous, où la connaissance est différente, mais aussi où les valeurs, les normes culturelles et sociales, le langage même sont différents. Donc inévitablement, il y a des choses qui nous échappent parce que, oui, on peut imaginer ce que ça voulait dire que de vivre à cette époque lointaine, mais on ne peut pas le savoir, on n'y était pas. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on ne comprend toujours pas, même avec toutes nos connaissances actuelles, comme par exemple comment les pyramides ont été construites,
ou alors comment certains calendriers mayas pouvaient être aussi précis, ou comment était vraiment organisé le chantier d'une cathédrale. Voilà, je voulais juste préciser ça. Se méfier de notre regard actuel sur une époque passée. Mais au Moyen-Âge, en Europe, tout n'était pas figé dans les enluminures. Il y a eu des penseurs qui ont essayé de concilier la foi et la raison, de faire dialoguer les connaissances révélées et la connaissance acquise par l'observation et le raisonnement. Un des premiers à avoir tenté cette synthèse, c'est saint Augustin, dès le 5e siècle. Alors techniquement d'ailleurs, c'est pas vraiment encore le Moyen-Âge, puisque Augustin d'Hippone, de son vrai nom, est né et mort dans l'Empire romain, et que la formation qu'il reçoit à Carthage est celle des lettrés romains de l'époque. Mais bon, il est considéré comme le premier grand penseur chrétien, et son influence sera énorme durant ce premier millénaire. Alors Augustin a une formule célèbre. Credeut intelligas, crois pour comprendre. Alors dit comme ça peut sembler un peu paradoxal pour nous aujourd'hui. On aurait plutôt tendance à dire « comprends pour croire », non ? Mais pour Augustin, la foi n'est pas opposée à la raison. Au contraire, elle l'éclaire, elle lui donne un cadre. C'est un peu comme si Augustin disait que pour vraiment comprendre quelque chose, il faut d'abord y croire. Il faut d'abord s'y engager pleinement. Et c'est pas si éloigné de ce que disent certains scientifiques aujourd'hui quand ils parlent de l'importance de l'intuition dans la recherche. Parfois, il faut croire qu'une théorie est vraie pour avoir la motivation de chercher les preuves qui la confirmeront. Mais cette approche a aussi ses limites, et je pense que vous voyez pourquoi. Si on croit trop fermement à quelque chose, avant de l'avoir vérifié, on risque de voir un peu ce qu'on veut y voir, plutôt que ce qui est réellement là. Et c'est à peu près ce qu'on appellerait aujourd'hui le biais de confirmation. On retient mieux les informations qui nous arrangent, on retient les informations qui confortent notre opinion. Cette tension entre foi et raison, elle va être au cœur de la réflexion médiévale sur la connaissance. Et elle va atteindre son apogée au XIIIe siècle avec Thomas d'Aquin. Alors on fait un grand saut dans le temps parce que, en vrai, entre Augustin et Thomas, les choses sont plutôt figées dans l'Europe chrétienne, côté épistémologie. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué d'oser apporter de nouvelles idées quand on risque de finir sur un barbecue si ce qu'on dit ne plaît pas au curé. Tu es soit pour moi, soit contre moi. Donc Thomas d'Aquin, c'est un peu l'Aristote de la fin du Moyen-Âge. Il va essayer de faire une grande synthèse entre la philosophie grecque, donc notamment celle d'Aristote, et la doctrine chrétienne. Pour Thomas d'Aquin, il y a deux sources de vérité. La révélation divine, évidemment, on passe pas à côté, et la raison humaine. Et ces deux sources ne peuvent pas se contredire, puisqu'elles viennent toutes les deux de Dieu. Alors c'est une idée puissante et plutôt maligne qui va permettre de légitimer la recherche rationnelle, tout en la maintenant dans un cadre théologique. Si Dieu a décidé de doter l'homme de raison, c'est pour qu'il s'en serve après tout. Donc, quelque part, il n'y a pas de mal à se poser des questions. Alors on va prendre un exemple concret. Donc, Thomas d'Aquin va utiliser la logique aristotélicienne pour essayer de prouver l'existence de Dieu, puisque c'est un peu l'obsession de l'époque. C'est ce qu'on appelle les 5 voies. Alors il va dire, par exemple, que tout mouvement suppose un premier moteur, et que ce premier moteur, logiquement, c'est Dieu. Ou encore, que l'existence de l'ordre dans l'univers suppose l'existence d'un grand ordonnateur suprême, qui, logiquement, est Dieu. Et vous voyez ce qu'il fait ? En fait, il essaie d'utiliser la raison pour soutenir la foi. Et ça, c'est une approche très différente de celle qu'on avait au début du Moyen-Âge, où on se contentait de dire « c'est comme ça parce que c'est écrit dans la Bible ». Mais cette synthèse entre foi et raison, vous voyez bien aussi qu'elle a des limites. Parce qu'au fond, elle part toujours du principe que la vérité ultime est donnée par la révélation divine. La raison est juste là pour comprendre cette vérité, pas encore pour la remettre en question. C'est un peu comme si aujourd'hui on disait la science peut tout expliquer, mais seulement dans le cadre de ce qu'on sait déjà. Vous voyez le problème. Ça limiterait sérieusement notre capacité à faire de nouvelles découvertes ou à remettre en question nos connaissances actuelles. On est limité par le postulat de départ, par le prémisse du raisonnement. Je vais vous donner un exemple. Si je pars du postulat que j'ai toujours raison, vous aurez beau me prouver avec toute votre logique déployée que j'ai tort sur une certaine chose, ça ne peut pas être vrai, puisqu'on a dit que j'avais toujours raison. Donc vous voyez que ça tourne un peu en rond. Je sais que j'ai raison, j'ai toujours raison. Et quand j'ai raison, j'ai raison. Et quand j'ai tort, j'aurais pu avoir raison. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai raison quand même.
C'est à peu près ce que vont faire tous les penseurs de l'époque avec le postulat de l'existence de Dieu et surtout de la vérité révélée dans la Bible. Donc le postulat initial, c'est la Bible est la parole de Dieu. L'argument central, c'est la Bible affirme que Dieu existe. La conclusion est donc imparable. Dieu existe. Et on a toujours besoin de justifier la fiabilité de la Bible. Mais c'est facile. La Bible est fiable parce que c'est la parole de Dieu. Donc ça s'appelle un raisonnement circulaire, ou dans le contexte de la logique et de la philosophie, on utilise plus spécifiquement le terme de pétition de principe. Donc c'est concrètement un type de raisonnement fallacieux dans lequel la conclusion est implicitement ou parfois explicitement présupposée dans les prémices, dans le postulat de départ. Donc, vous voyez qu'on est au Moyen-Âge dans un cadre un peu limitant. Alors, histoire de vous donner un repère supplémentaire, si vous voulez creuser, il faut savoir que la méthode de Thomas d'Aquin s'inscrit dans ce qu'on appelle la scolastique, qui est une approche philosophique et théologique qui a dominé l'enseignement dans les universités médiévales du XIe au XVIe siècle. La scolastique cherchait à réconcilier la foi chrétienne avec la raison et la philosophie grecque, et en particulier celle d'Aristote. Elle se caractérisait par une méthode rigoureuse de questionnement et d'argumentation visant à, en quelque sorte, résoudre toutes les contradictions apparentes entre les différentes autorités. Mais bon, comme vous avez compris, c'était de la logique contrainte. Mais le Moyen-Âge, ce n'était pas qu'une période de débat théologique et philosophique. C'est aussi une époque où on voit émerger de nouvelles institutions du savoir, et notamment les universités. Les premières universités comme Bologne, Paris ou Oxford, qui naissent à peu près en même temps entre le XIIe et au XIIIe siècle, elles vont jouer un rôle crucial dans la transmission et surtout dans le développement du savoir. Alors, ces universités ne sont pas seulement des lieux d'enseignement, c'est aussi des véritables laboratoires intellectuels où se forgent de nouvelles méthodes de pensée. Et l'une des plus importantes qu'il faut mentionner ici, c'est ce qu'on appelait le disputatio. Alors, le disputatio, c'est un exercice intellectuel fascinant de modernité. Imaginez une sorte d'arène où deux étudiants s'affrontent. L'un soutient une thèse, l'autre s'y oppose, le tout sous l'œil vigilant d'un maître qui tranche finalement le débat devant un public qui applaudit et prend parti. Donc c'est une sorte de concours d'éloquence institutionnalisé. Cette méthode a plusieurs avantages. D'abord, elle oblige les étudiants à maîtriser parfaitement leur sujet. Oui, on ne se jette pas dans l'arène en amateur. Et puis ils doivent être capables de défendre leur position, mais aussi d'anticiper et de réfuter les arguments de leur adversaire. Et ensuite, elle pousse à développer l'esprit critique. En voyant comment chaque argument peut être contesté, les étudiants apprennent à ne pas prendre les choses pour argent comptant. Mais le disputatio a aussi ses limites. Elle peut encourager une forme de sophistique, où l'important n'est pas tant d'avoir raison que de gagner le débat. Et surtout, elle reste souvent, et encore une fois, dans un cadre théologique prédéfini. Qu'on ne remet toujours pas en question les fondements de la foi, on débat toujours et encore à l'intérieur de ce cadre. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré ces limites, c'est une étape importante de l'histoire de la pensée, parce que c'est un peu l'ancêtre de nos débats scientifiques modernes. Et elle montre que, même au cœur du Moyen-Âge occidental, l'esprit de questionnement et de débat était bien vivant. Il ne faut pas s'arrêter là, évidemment, parce que ce n'est pas la seule innovation intellectuelle de l'époque. Une autre contribution majeure vient du monde arabo-musulman. Les savants arabes ont non seulement préservé et traduit de nombreux textes grecs, mais ils ont aussi développé leurs propres théories et leurs propres méthodes. Et l'influence de la pensée arabo-musulmane sur l'Occident médiéval est souvent sous-estimée, alors qu'elle est en réalité cruciale. Au moment où l'Europe traversait ce qu'on a appelé les âges sombres, le monde musulman lui connaissait un véritable âge d'or intellectuel. Et des savants comme Avicenne et Averroès, dont on va dire deux mots, ont joué un rôle clé dans la transmission et l'interprétation des textes grecs, et notamment, encore une fois, ceux d'Aristote. Mais ils ne sont pas contentés de les traduire. Ils ont développé leurs propres théories, et souvent très en avance sur leur temps. Par exemple, Aliassène, qui est considéré comme le père de l'optique moderne. Au XIe siècle, il a développé une méthode scientifique basée sur l'expérimentation et la vérification des hypothèses. Et c'est une approche qui ne deviendra courante en Europe que plusieurs siècles plus tard. Et quand les textes arabes seront traduits en latin à partir du XIIe siècle, ils vont provoquer une véritable révolution intellectuelle en Europe. Par exemple, la redécouverte d'Aristote, via les commentaires d'Averroès, va profondément influencer des penseurs comme Thomas d'Aquin dont on a parlé. Et les travaux des mathématiciens arabes vont poser les bases, tout simplement, de la révolution scientifique à venir. Donc c'est important de comprendre que la connaissance, à cette époque, elle n'est pas cloisonnée.
Les idées circulaient entre les différentes cultures, elles se mélangeaient et elles s'enrichissaient mutuellement. Alors certes, le processus était lent, bien plus lent qu'aujourd'hui, évidemment, mais il existait. Et c'est un rappel que le progrès de la connaissance est souvent le fruit d'un dialogue entre différentes traditions de pensée. Et je ne m'attarde pas vraiment là-dessus parce qu'on y reviendra dans le prochain épisode. Alors on revient sur l'Europe. Vers la fin du Moyen-Âge, on voit émerger des penseurs qui vont commencer à remettre en question, enfin, le cadre intellectuel établi. Et l'un des plus importants, sur lequel je vais m'attarder, c'est un philosophe du XIVe siècle qui s'appelle Guillaume d'Occam. Alors Occam, il est surtout connu pour ce qu'on appelle son rasoir. Et c'est pas celui avec lequel il se rasait la tonsure. Petite blague monastique en passant, c'est pour nous remettre dans le contexte. Le rasoir d'Occam, c'est un principe qui dit qu'il ne faut pas multiplier les explications au-delà du nécessaire. Donc en gros, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. On appelle ça aussi le principe de parcimonie. Alors prenons un exemple concret. Imaginons que vous trouviez, le matin, votre pot de confiture vide, alors que vous êtes sûr de l'avoir laissé à moitié plein la veille au soir. Alors vous cherchez à comprendre, et pour expliquer ça, vous pourriez élaborer une théorie complexe impliquant des cambrioleurs gourmands qui se seraient introduits chez vous uniquement pour manger votre confiture. Ou vous pourriez simplement penser que ce sont vos enfants qui se sont fait plaisir en douce. Voilà, vous voyez qu'il y a une hypothèse qui est plus simple que l'autre. Un autre exemple, si vous entendez du bruit dans votre grenier, vous pouvez vous dire que c'est un fantôme, invisible, ou alors que c'est une souris qui se balade. Le principe de parcimonie nous incite à toujours privilégier l'explication, donc qui nécessite le moins d'hypothèses supplémentaires, celle qui est la moins coûteuse en termes d'éléments inconnus, et donc souvent aussi la moins farfelue. Et Occam disait, en substance, ne multipliez pas les entités sans nécessité, c'est-à-dire n'ajoutez pas de complications inutiles à vos explications. Mais attention, parce que ce serait une erreur de croire que ce principe est infaillible. Ce serait trop facile, puisque l'histoire des sciences nous montre qu'il a parfois conduit à des impasses. Par exemple, pendant longtemps, l'explication la plus simple pour le mouvement des planètes, c'était de les faire tourner autour de la Terre. C'était plus parcimonieux, plus simple que d'imaginer la Terre en mouvement. Et pourtant, on sait maintenant que c'était faux. Et il y a des tas d'exemples comme ça dans l'histoire de la progression de la connaissance, où on a été un peu trop fainéant ou un peu trop conservateur, et on a privilégié l'explication la plus simple, alors qu'il fallait un petit peu plus bosser, tout remettre à plat, changer de paradigme. Donc, ce principe de parcimonie, c'est pas une garantie de vérité. Il faut plutôt le voir comme un outil méthodologique, une façon d'aborder les problèmes, qui nous guide vers les explications qui ont le plus de chances d'être justes. Plus on ajoute d'éléments inconnus ou non vérifiés à une théorie, et plus on risque de s'éloigner de la réalité. À l'inverse, en restant proche des faits observables, et en limitant les suppositions, on augmente nos chances de comprendre correctement les choses. Le rasoir d'Occam, c'est, en général, un bon paravent contre les théories du complot un peu trop alambiquées. Et je vous donne un exemple. On me dit que des hommes ont marché sur la Lune. Mais je trouve sur Internet, et même dans certains livres à succès, des pseudo-éléments qui prouveraient le contraire. Certaines photos semblent avoir des incohérences, le drapeau américain flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, la technologie de l'époque n'était pas assez avancée pour un tel exploit, on voit le reflet d'un câble qui tire le module lunaire lors du décollage, qui lui-même par ailleurs a l'air un peu étrange. Donc on en conclut que ce voyage n'était pas possible, qu'on a bluffé, et que l'alunissage, en fait, n'était rien d'autre qu'un film en studio, et que ce serait un canular. Alors je peux croire ces arguments, je peux me contenter de ça, parce que je me dis, après tout, c'est séduisant. On nous prend pour des cons! On nous manipule! Ou alors je peux me renseigner sur les autres explications crédibles qu'apporte la science, ou qu'apportent des éléments de preuve, qui sont en l'occurrence toujours très clairs sur tous ces points-là, si vous vous amusez à les rechercher. Et surtout, je peux appliquer le rasoir d'Occam. Donc un complot, dans ce cas-là, qui donne un immense mensonge qui tient depuis 1969, ça voudrait dire que des milliers de personnes, des ingénieurs reconnus, une douzaine d'astronautes, des chercheurs qui ont analysé les échantillons lunaires ramenés, tous ceux qui auraient participé de près ou de loin à la
soi-disant séquences studio, les acteurs, les monteurs, les metteurs en scène, etc., que toutes ces personnes-là ont menti de manière parfaitement coordonnée pendant des décennies et que personne n'a vendu la mèche. Personnellement, ça me paraît être une explication extrêmement compliquée et donc très peu probable. Et je privilégie l'autre explication, à savoir que, en fait, personne ne ment dans cette histoire, que les contre-arguments avancés pour justifier les quelques bizarreries observées, tiennent la route, sont vrais, que les milliards de dollars investis par les États-Unis et l'incroyable effort de recherche qui a été fourni dans les années 60 a simplement porté ses fruits et que oui, il y a bien des gens qui ont marché sur la Lune. Alors, mais évidemment, vous ne convaincrez pas un complotiste avec ces arguments. Le rasoir d'Occam est toujours un peu décevant, puisque ça enlève un peu de l'espérance et de l'excitation d'avoir raison contre tout le monde. Et j'en profite pour citer au passage Michel Rocard, qui disait « En matière de grandes catastrophes publiques, toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est à la portée de tous, c'est donc assez largement répandu, et le complot nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation, c'est très rare. » Das ist eine kolossale Konspiration. Donc l'approche recommandée est donc la même qu'en sciences modernes, où l'on cherche toujours à expliquer les phénomènes de la manière la plus simple possible, tout en restant ouvert à des explications plus complexes si les faits l'exigent. Mais notre ami Guillaume, il ne s'est pas arrêté au principe de parcimonie. Il a bossé et il a aussi développé une théorie qu'on appelle le nominalisme. L'idée, c'est que les concepts généraux, comme humanité ou justice, n'existent pas réellement. Ce ne sont que des mots, des noms qu'on utilise pour décrire des groupes de choses ou d'individus particuliers. Alors ça peut sembler un peu abstrait, mais les applications sont importantes. Si les concepts généraux n'existent pas réellement, alors on ne peut pas les connaître directement. On ne peut connaître que des choses particulières, que des choses concrètes. Et c'est un peu un coup dur pour la métaphysique traditionnelle, et ça ouvre la voie à une approche plus empirique de la connaissance. C'est un peu comme si Occam disait « On ne peut pas connaître l'humanité en général, on ne peut connaître que des êtres humains particuliers ». Et là encore, c'est intéressant parce qu'on pave le chemin de l'approche scientifique moderne qui se méfie des généralités et préfère s'appuyer sur des observations concrètes. Alors avant de continuer d'avancer dans le temps, je voudrais dire un mot sur le rôle crucial joué par les femmes à cette époque, qui est un rôle souvent oublié ou simplement effacé. Dans les monastères, les nonnes, comme Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, ont non seulement préservé les textes anciens en tant que copistes, mais elles ont aussi contribué activement à la production de nouvelles connaissances. Hildegarde, par exemple, a écrit des traités novateurs sur la médecine, sur les sciences naturelles ou sur la théologie. Et, en dehors des institutions religieuses, les femmes ont joué un rôle primordial dans la transmission des savoirs pratiques, notamment en botanique et en médecine. Souvent qualifiées de sages-femmes, ou parfois même de sorcières, ces femmes détenaient et transmettaient des connaissances cruciales sur les plantes médicinales et les soins de santé, et ont servi de trait d'union, en quelque sorte, entre des époques lointaines et la modernité. Et leur savoir, bien que souvent marginalisé par les institutions officielles, a contribué de manière significative à la santé et au bien-être des communautés médiévales. Voilà, il me semblait que cette petite précision était importante et on peut continuer le voyage. Alors un événement majeur qui va marquer profondément la pensée européenne au milieu du XIVe siècle, c'est la peste noire. Mère Nature est une tueuse en série. Cette pandémie absolument dévastatrice, qui a décimé près d'un tiers de la population européenne, a totalement ébranlé les certitudes de l'époque. Eh bien oui, comment un Dieu bon et tout-puissant pouvait-il permettre une telle catastrophe ? Et cette crise a remis en question la vision du monde médiéval et a contribué à l'émergence de nouvelles façons de penser, d'un nouveau doute qui a préparé le terrain pour les changements à venir. Alors on arrive maintenant à une des périodes les plus fascinantes de l'histoire de la pensée, la Renaissance. Alors c'est pas un changement qui arrive du jour au lendemain, c'est plutôt le résultat d'une lente fermentation intellectuelle qui commence dès la fin du Moyen-Âge. Il n'y a pas une limite extrêmement nette. Au XVe siècle, on voit doucement progresser une nouvelle approche de la connaissance avec des penseurs comme Nicolas de Cuès, qui est un Allemand qui a fait plein de choses et qui a notamment été cardinal, et qui a passé une partie de sa vie auprès du pape. Alors Nicolas, il développe un concept plutôt original pour l'époque, qui s'appelle la docte ignorance.
C'est l'idée que la vraie sagesse, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas. Donc ça vous rappelle quelqu'un, j'imagine. Bah oui, c'est un bon vieux remix de Socrate. Mais comme personne n'a écouté l'original depuis plus de 1000 ans, bah ça passe crème. Bah vous me direz, nous on scoltine bien un remix de la même chose tous les 15 ou 20 ans. Nicolas de Cuès, c'est quelqu'un qui remet au goût du jour le doute socratique, mais avec un léger twist, donc, parce que le cadre de pensée de l'époque l'exige et qu'il est obligé de dire un mot, évidemment, sur la place de Dieu dans cette histoire. Donc son idée de l'ignorance vient d'un postulat. Dieu est au-delà de toute connaissance humaine. On ne peut pas le comprendre. On peut juste essayer, comme ça un petit peu, de s'en approcher. Et c'est une idée qui peut sembler très théologique, mais elle a des implications philosophiques profondes, puisqu'elle nous invite à une forme d'humilité épistémologique. Elle nous invite à reconnaître les limites de notre connaissance. Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc il faut simplement accepter que si, parfois, on n'y comprend rien, c'est que les voies du Seigneur sont impénétrables. Arrêtons donc, par exemple, de vouloir résoudre le fameux dilemme de la théodicée qui fait cogiter presque tous les philosophes, à savoir, si Dieu est bon et qu'il est tout-puissant, pourquoi alors le mal existe-t-il ? Sa réponse est que il faut simplement accepter que, si parfois on ne comprend pas, c'est que les voies du Seigneur nous échappent. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc Nicolas remet le doute au centre, mais tout de même, il ne va pas jusqu'à douter de Dieu. C'est encore un peu risqué et les braises sont toujours un peu chaudes. Tu en es sûr ? Oh oui, très sûr. Aujourd'hui encore plus qu'hier. Donc pour l'anecdote, notre ami Nico, aussi mathématicien, a proposé des conceptions astronomiques très proches de celles de Copernic, qui s'en inspirera un siècle plus tard. Voilà, vous voyez que tous ces gens-là étaient quand même globalement multitâches, comme on dirait aujourd'hui. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment ces idées ont pu émerger et se répandre. Et là, c'est intéressant de s'attarder sur la manière dont le contexte de l'époque change pour créer un terreau fertile pour de nouvelles façons de penser. Alors d'abord, le pouvoir de l'Église s'affaiblit dans certaines régions. Des cités-États comme Venise ou Florence jouissent d'une relative indépendance intellectuelle. Et l'Inquisition, qui est encore si puissante ailleurs, a moins d'emprise dans ces villes-là. C'est comme si des petites bulles de liberté de pensée apparaissaient sur la carte de l'Europe. Ensuite, le commerce se développe énormément. Les marchands ne ramènent pas que des épices et des tissus d'Orient, mais aussi des idées nouvelles. Imaginez ces caravanes traversant l'Europe, chargées non seulement de marchandises, mais aussi de livres, de concepts, de façons différentes de voir le monde. Et puis, il y a l'invention qui va tout changer. L'imprimerie. J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche. Gutenberg met au point sa presse à caractère mobile vers 1450. Et c'est une révolution comparable à l'invention d'Internet à l'époque, même si la comparaison est évidemment un peu osée. Et pour l'anecdote, il faut quand même savoir qu'un Chinois, Bi Cheng, avait déjà inventé l'imprimerie au XIe siècle, mais évidemment ça on ne nous l'apprend pas à l'école, parce que sinon on pourrait un peu moins se la péter en tant qu'Européens, ce qui, vous en conviendrez, serait bien dommage. Mais soit, avec un peu de retard donc, l'Europe vit sa révolution. Et soudain, les informations, les idées, peuvent circuler plus vite, plus loin. Les livres, qui étaient autrefois rares et précieux, deviennent beaucoup plus accessibles. C'est comme si on avait donné des ailes à la connaissance, en quelque sorte. Oui, puisque avant l'imprimerie, si vous vouliez réfuter les arguments d'un auteur, fallait d'abord recopier son texte à la main avant de pouvoir le critiquer. Et c'était long, et surtout pas 100% fiable, on pouvait se tromper de quelques virgules. L'imprimerie, elle permet la standardisation des textes. Elle réduit considérablement les erreurs de copie. On peut désormais citer directement le texte original avec certitude, ce qui a évidemment facilité la comparaison des idées et qui a rendu les débats intellectuels beaucoup plus précis, beaucoup plus rigoureux. Mais l'imprimerie ne fait pas que permettre la diffusion des idées à grande échelle. Elle change aussi notre rapport au savoir. Avec la multiplication des livres, la mémoire devient beaucoup moins importante. On peut désormais stocker les connaissances à l'extérieur de nos têtes. Et c'est dans ce contexte bouillonnant qu'émerge l'humanisme. On redécouvre les textes antiques grâce à des érudits comme Pétrarque. On les étudie avec un regard neuf. L'humanisme, c'est une nouvelle façon de voir l'être humain et ses capacités.
On met l'accent sur la dignité humaine, sur la capacité de l'homme à penser par lui-même. Et c'est une rupture avec la vision médiévale qui voyait l'homme principalement comme une simple créature de Dieu. Pic de la Mirandole, Jean, de son prénom, qui est un philosophe et théologien italien, exprime magnifiquement cette nouvelle vision dans son discours sur la dignité de l'homme en 1486. Je cite « Nous t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. » C'est pas mal, non? Donc l'homme est libre. À la même époque, apparaît une figure qui incarne parfaitement cet esprit nouveau. Leonardo da Vinci. Peintre, ingénieur, anatomiste, Léonard est l'incarnation parfaite, en quelque sorte, de la curiosité sans limite de la Renaissance. Il dissèque des cadavres pour comprendre l'anatomie. Il observe la nature avec une espèce de précision obsessionnelle. Il imagine des machines volantes bien avant que l'aviation ne soit possible. Et ses carnets sont un témoignage fascinant de sa méthode, rempli de croquis détaillés, d'observations minutieuses, d'hypothèses audacieuses. Il illustre parfaitement cette nouvelle approche de la connaissance qui est basée sur l'observation directe et l'expérimentation. Donc Léonard nous montre que la connaissance ne se limite pas au livre, mais qu'elle est partout autour de nous, pour peu qu'on soit curieux et qu'on sache où regarder. Et cette nouvelle approche, elle se manifeste dans tous les domaines. On prend l'anatomie par exemple. Pendant des siècles, on s'était contenté de répéter ce qu'avait dit Galien, qui est un médecin grec du IIe siècle. Mais voilà qu'au XVIe siècle, André Vézal, un Belge, ose disséquer des corps humains et découvre que Galien s'était trompé sur plein de points. Il publie ses découvertes dans un livre magnifiquement illustré, De Humani Corporis Fabrica, et c'est une nouvelle révolution. Encore une, vous me direz. On passe d'une connaissance basée sur l'autorité des anciens à une connaissance fondée, là encore, sur l'observation directe. Et puis, évidemment, il faut qu'on mentionne les grandes découvertes. Imaginez un instant l'impact que ça a dû avoir. Pendant des siècles, on pensait connaître le monde. Et soudain, pour ne citer que, Christophe Colomb, en 1492, découvre, sans le savoir et sans l'admettre jusqu'au bout, ce qui sera plus tard identifié comme un nouveau continent, l'Amérique. Vasco de Gama, en 1498, ouvre la route des Indes en contournant l'Afrique, et Magellan, 20 ans plus tard, fait le tour du monde. Enfin, lui non, puisqu'il se prend une flèche dans une escale aux Philippines et meurt un peu bêtement, mais une partie de son équipage, lui, oui. Les Européens découvrent l'étendue de leur ignorance, en même temps que l'existence de terres, de peuples, de cultures entières dont ils ne savaient rien. Et les conceptions géographiques héritées de Ptolémée, qui faisait autorité depuis l'Antiquité, sont totalement bouleversées. La carte du monde de Ptolémée, qui montrait une Afrique reliée à l'Asie du Sud-Est, enfermant l'océan Indien, s'est révélée complètement fausse. Et c'est comme si la carte, d'un coup, s'était agrandie. Et pas seulement géographiquement, mais intellectuellement. Et ces découvertes ont un impact profond sur la façon dont on conçoit la connaissance. Puisqu'elles nous montrent que le monde est bien plus vaste et complexe qu'on ne le pensait. Elles remettent en question, l'autorité des anciens. Après tout, si Aristote et Ptolémée ne savaient rien de l'Amérique, sur quoi d'autre ont-ils pu se tromper? Et ça a dû en perturber quand même plus d'un. On pensait tout connaître, alors que non. En fait, on n'y comprenait rien. Et donc, il fallait se remettre à chercher. Et ça, forcément, ça a dû décoincer les plus curieux. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Copernic. Nicolas de son prénom, polonais de naissance, chanoine, mathématicien et médecin, évidemment, pour ne pas trop s'ennuyer. En 1743, il publie De Revolutionibus Orbium Coelestium, des révolutions des sphères célestes. Et il propose un concept plutôt osé, encore plus que cette idée incongrue, mais finalement déjà admise que la Terre était ronde. Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. Et si c'était le Soleil, et non la Terre, qui était au centre de l'univers? Alors, ça peut sembler une question purement astronomique, mais les implications de cet héliocentrisme sont évidemment loin d'être anodines. Si la Terre
n'est plus au centre de l'univers, quelle est notre place dans la création? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça, c'est encore une révolution. Et c'est même la révolution copernicienne. C'est une grande bascule. C'est un changement total de paradigme. Copernic renverse les tables. Ce faisant, il reste quand même un peu prudent. Parce que pour ne pas trop froisser l'Église, qui est encore un brin têtu et toujours puissante, et conscient des implications potentiellement hérétiques de sa théorie, il prend soin de préciser que son idée, ce n'est qu'une simple hypothèse mathématique. Pas fou, Nico. Ceci dit, il meurt dans l'année, mais tout seul, tranquille dans son coin, sans s'être fait arracher les ongles des pieds, donc. Donc toutes ces découvertes, toutes ces nouvelles idées, créent un climat intellectuel où le doute, l'observation, l'expérimentation commencent à prendre le pas sur l'autorité et sur la tradition. Et c'est le début de ce qu'on appellera plus tard la révolution scientifique, qui va se poursuivre avec des penseurs comme Bacon, Galilée, Descartes et bien d'autres, mais ça sera encore dans un prochain épisode. Mais il faut comprendre que, encore une fois, cette évolution n'est pas brutale. Pendant des décennies, les anciennes et les nouvelles façons de penser coexistent, cohabitent, s'entrechoquent parfois. Et Copernic lui-même, tout en proposant un modèle révolutionnaire du cosmos, reste influencé par l'idée platonicienne que l'univers doit obéir à des formes géométriques parfaites. Et moi, ce que je trouve aussi fascinant, encore une fois, c'est de voir comment ces altérations dans la façon de penser sont intimement liées aux évolutions sociales, économiques et technologiques d'une époque. La connaissance, ça ne se développe pas dans le vide. La connaissance, elle est profondément ancrée dans son contexte historique. Alors, en conclusion, on peut noter la pertinence de toutes ces réflexions encore aujourd'hui. À l'ère de l'Internet, des réseaux sociaux, des fake news, des médias un peu douteux, comment on fait pour identifier les sources fiables d'informations? Face aux défis du changement climatique ou de l'intelligence artificielle, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser notre compréhension du monde, de la conscience, de l'intelligence? Les questions changent, mais le défi reste le même. Comment savoir ce qu'on sait vraiment? Comment avancer vers une connaissance plus juste? Le prochain épisode que je vous proposerai est un peu particulier parce qu'il ne suit pas la chronologie de l'ensemble. On va faire un détour par les épistémologies non occidentales pour examiner un peu comment d'autres cultures ont abordé ces questions de la connaissance. Et cette bifurcation va nous permettre non seulement d'enrichir notre compréhension, mais aussi de mieux saisir les particularités et les limites peut-être de notre propre tradition intellectuelle. Voilà. D'ici là, je vous invite à réfléchir à votre propre rapport de savoir, encore une fois. Pensez à une connaissance peut-être que vous tenez pour acquise. D'où vient-elle? Est-ce que ça vient d'une autorité? Est-ce que ça vient de votre expérience personnelle? Ou d'une combinaison des deux? Comment cette réflexion fait écho à la tension entre foi et raison qu'on a exploré dans cet épisode? Et votre connaissance est-elle limitée par un cadre qui vous empêche de voir plus loin, peut-être sans que vous en ayez conscience? Voilà, on en termine avec cet épisode. Je vous remercie sincèrement une nouvelle fois de m'avoir accordé votre attention. Si ce format vous plaît, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Mettez des étoiles et peut-être un commentaire sur votre plateforme d'écoute si vous le pouvez. Faites tourner autour de vous, bref, aidez-moi généreusement à diffuser cette série, surtout auprès de vos amis qui, selon vous, auraient besoin de questionner leurs propres connaissances, évidemment, ça ne fera pas de mal. Et bien sûr, vous pouvez laisser une pièce dans le chapeau, comme on dit, le chapeau qui tourne dans la salle devant vous actuellement, pour soutenir mon travail. Concrètement, ça se passe sur Patreon, sur Tipeee ou sur PayPal. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.